Mesdames et messieurs, bonsoir. En fait, les bombardements israéliens se poursuivent toujours contre la bande de Gaza. Le bilan des agressions israéliennes contre Gaza et en Cisjordanie s'est élevé à 575 morts de la part des Palestiniens. Bien sûr, cette guerre entre Hamas et les forces de l'occupation israélienne se poursuivent toujours. Il y a toujours des dégâts humains, des dégâts matériels. Dans tout ça, on trouve que l'Égypte essaie toujours d'intensifier ses contacts et ses communications avec les différentes parties, que ce soit au niveau régional ou international, afin d'arriver à une sorte d'accalmie, à une sorte de désescalade, à une sorte quand même d'un cessez-le-feu. Et tout ça pour sauver les civils, pour empêcher plus d'effusions de sang. Justement, le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi la situation générale des actualités depuis le Centre stratégique de gestion des crises. C'est ça quand même depuis samedi, plutôt à la lumière de l'évolution de la situation de la bande de Gaza. Et Monsieur le Président a quand même ordonné l'intensification de communication égyptienne pour continuer la situation, empêcher l'aggravation et la détérioration de cette situation, de cette escalade militaire entre les Israéliens et les Palestiniens. Le chef de l'État, d'autre part, a reçu des appels téléphoniques de la part des leaders arabes internationaux pour discuter de la situation. Donc, j'aimerais tout d'abord vous proposer ce reportage. Après ça, on va quand même se procéder à d'autres contacts, d'autres discussions qui ont eu lieu pendant quand même ces dernières heures, toujours entre Monsieur le Président et les autres leaders européens. L'Égypte avait mené des contacts approfondis avec les parties israéliennes et palestiniennes et les acteurs internationaux et régionaux afin de contenir l'escalade actuelle, mettant en garde contre le risque de dégradation de la situation et de glissement vers davantage de violence et la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, menaçant la stabilité et la sécurité régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des appels téléphoniques des leaders arabes et internationaux pour discuter de la situation dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a reçu un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté de l'escalade sécuritaire et militaire au niveau palestino-israélien, soulignant le danger de l'aggravation des conditions actuelles d'une manière qui menace la vie des civils, ainsi que la sécurité et la stabilité de la région. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de parvenir à une solution juste et globale à la cause palestinienne, basant sur la solution à deux États, conformément aux termes de référence de la légitimité internationale. Le président Al-Sisi a également reçu un appel téléphonique du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au cours duquel ils sont convenus de l'importance d'intensifier la coordination et de faire progresser les efforts diplomatiques afin de mettre un terme aux effusions de sang. Le même sujet a été évoqué lors de l'appel téléphonique qui a eu lieu entre le président Al-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité du fait que tous les efforts régionaux et internationaux s'emploient actuellement à mettre un terme à l'escalade et à la violence. Al-Sisi a de même reçu d'autres appels du Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani, du roi jordanien Abdallah II Ben al-Hussein, du président du Conseil européen Charles Michel, du chancelier allemand Olaf Scholz. Ces appels téléphoniques ont abordé l'importance d'un travail intensif pour mettre fin à l'escalade militaire, pour empêcher la situation de dériver vers des cercles vicieux de violence et de souffrance humaine, compte tenu de graves répercussions potentielles sur la sécurité et la stabilité régionale. Quand
quand même les dernières heures, Monsieur le Président égyptien Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de M. Karl Nehammer, chancelier d'Autriche, pour discuter de l'évolution des événements actuels entre les parties palestiniennes et israéliennes et des efforts qui doivent être entrepris au niveau international et régional pour continuer la situation et mettre un terme à la violence continue et aux pertes de vies civiles qu'elle provoque, surtout à la lumière de ces événements, cette escalade. La situation actuelle constitue une menace pour la sécurité et la stabilité de la région. Et dans ce contexte, M. le Président a souligné la nécessité de progresser sur la voie d'un règlement global et juste de la question palestinienne sur la base de la solution en deux États, ce qui nécessite de mettre un terme à l'escalade et d'empêcher la détérioration de la situation et d'exhorter toutes les parties à faire preuve de retenue. D'autre part, le président Sisi a reçu un appel téléphonique du président chypriote Nikos Christodoulides, discutons des efforts en cours pour mettre fin à l'escalade entre les parties palestiniennes et israéliennes. À cet égard, les deux présidents ont convenu de l'importance de consolider tous les efforts pour exhorter les parties à donner la priorité à la voie de retenue et à s'éloigner du cercle spirale de violence afin d'épargner aux civils les conséquences de cette escalade. Monsieur le Président souligne que l'Égypte poursuivait ses contacts avec les diverses parties afin de parvenir au calme et à mettre un terme à l'escalade mutuelle, tout en soulignant l'importance de traiter la question palestinienne dans une perspective globale qui s'attaque aux crises, plutôt aux racines de la crise et parvienne à une stabilité durable dans la région. D'autre part, on trouve que M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui également le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim In-pyu, en présence du président de la Chambre des représentants Hanafi Gebel et des membres du Parlement coréen et de l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion avait été marquée par un échange de vues sur les développements les plus marquants concernant les questions régionales et internationales, notamment l'évolution de la crise actuelle palestino-israélienne, ajoutant que les deux parties étaient d'accord sur l'importance d'œuvrer pour empêcher l'escalade en raison de ces graves répercussions sur la situation humanitaire, sur la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Le président Sisi a souligné la nécessité de fonder le règlement global et juste de la question palestinienne sur la solution à deux États afin d'assurer la sécurité et la stabilité pour tous les peuples de la région. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmad Fahmy, a déclaré que la rencontre avait porté également sur la solidité des liens étroits unissant les deux pays amis et le développement des relations bilatérales au cours de la période récente, notamment au niveau parlementaire. Dans le même contexte, le président du Parlement sud-coréen a noté que la visite historique du président Sisi à Séoul en 2016 avait constitué un tournant dans le cours de relations entre les deux pays au moment où les investissements coréens affluaient vers l'Égypte, bénéficiant du développement rapide et tangible dont l'Égypte a été témoin ces dernières années. Ils ont également discuté du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des moyens de maximiser les bénéfices de l'Égypte et des expertises coréennes dans les industries technologiques et de la localisation des diverses composantes d'industrie de transport, des technologies vertes, renouvelables, d'augmenter la composante égyptienne dans le processus de production. Dans le cadre des consultations continues effectuées par l'Égypte pour éviter l'escalade de la tension entre les Palestiniens et les Israéliens, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a reçu des appels téléphoniques de ses homologues britanniques, italiens, canadiens, hongrois et hollandais. Lors de ces appels téléphoniques, le chef de la diplomatie a examiné avec ses interlocuteurs les derniers développements dans les territoires occupés, notamment dans l'enclave palestinienne de Gaza. Les responsables ont jugé impératif de conjuguer les efforts sur les niveaux régional régional international pour exhorter les parties belligérantes à une accalmie pour arrêter les fusions de sons et protéger les civils innocents des atrocités de l'escalade de la violence. Pour vous donner plus d'explications, notamment en ce qui concerne ces entretiens téléphoniques entre monsieur le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue britannique.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Sam Machok a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Commonwealth de développement du Royaume-Uni, James Cleverly. Ils ont affiché leur vive inquiétude vis-à-vis de l'escalade continue de la violence dans la bande de Gaza et dans les autres régions entre Palestiniens et Israéliens, simultanément avec la détérioration des conditions de sécurité humanitaire, outre la mort de plusieurs civils innocents. Les deux ministres ont jugé importante la coordination des efforts internationaux pour exhorter les parties à venir à l'accalmie et à faire preuve de retenue. Chokri a affirmé l'engagement d'Égypte à poursuivre ses contacts avec les parties en vue de parvenir à la désescalade dans la bande de Gaza et de ses alentours. Il a de même indiqué que le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités contre un arrêt immédiat des opérations militaires en cours. Les deux chefs de la diplomatie sont convenus de continuer les concertations et la coordination pour parvenir à l'accalmie. Donc, chers téléspectateurs, autre information très importante en ce qui concerne les couvertures médiatiques faites par l'Égypte et par les différentes chaînes égyptiennes concernant ce qui se passe de l'agression israélienne contre le monde de Gaza. Cairo News, bien sûr, cette chaîne d'information du Caire, a annoncé que la sécurité de ces équipes travaillant dans la bande de Gaza dans les territoires palestiniens occupés relève de la responsabilité des autorités d'occupation israéliennes. La chaîne a indiqué que les équipes travaillant là-bas pour surveiller la récente escalade dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés ont été contraintes d'évacuer leurs bureaux et d'interrompre la diffusion suite aux avertissements des forces d'occupation israéliennes sur la nécessité d'évacuer complètement le bâtiment en préparation de son bombardement. Alors que les circonstances obligent, l'équipe de Cairo a travaillé sous des bombardements constants pour transmettre la vérité aux téléspectateurs du monde entier. La chaîne accorde la priorité à la sécurité de tous ses employés. A rappelé que les autorités d'occupation israélienne, encore une fois, selon Cairo News, cette chaîne égyptienne, portent la responsabilité de la sécurité de leurs équipes à Gaza et Tel Aviv, quand même, selon les correspondants de cette chaîne, efface des places résidentielles entières de la surface de la terre dans la bande de Gaza, toujours cette enclave palestinienne qui se trouve sous un blocus israélien. Donc, pour savoir, pour quand même faire une sorte de commentaire, de remarque en ce qui concerne les efforts égyptiens déployés afin d'arriver à une sorte de désescalade, à une sorte d'un cessez-le-feu, à une sorte d'accalmie entre les Palestiniens et les Israéliens. Nous avons actuellement une ligne de NATEM internationale, Madame Farida Choubechi, parlementaire, journaliste, écrivaine égyptienne. Vous êtes toujours la bienvenue sur NATEM international. Et ma première question porte sur votre remarque. Comment vous avez observé ces efforts égyptiens à cet égard? Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Je vous signale seulement que je vous entends à peine, comme si vous chuchotez. Ça va. Alors je ne sais pas, je crois que vous me demandez ce qui se passe maintenant sur le plan palestinien, n'est-ce pas? Je parle avec plus de précision, je parle des efforts égyptiens visant à arriver à une sorte de désescalade, à une sorte d'accalmie. Est-ce que vous avez entendu bien ma question? Toujours l'Égypte est présente là où il faut installer la paix et là où il faut apaiser les rancunes et les violences. Alors là maintenant, toutes les parties ont recours à l'Égypte pour essayer de calmer la situation parce que vous voyez, c'est enflammé, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose d'inattendu et de très, très, très douloureux, quoi. Parce que, il y a des victimes palestiniennes et il faut dire que l'Égypte insiste maintenant à ce que qu'on essaye de résoudre le problème au fond, pas seulement comme ça en quelques mots, parce que il faut signaler aussi à tous nos auditeurs que entre parenthèses, les victimes israéliennes, ce sont les habitants des colonies. Pourquoi ils ont implanté des colonies parmi les gens dans leur pays et dans la terre qui est encore occupée et ils ne veulent pas reconnaître le droit des Palestiniens d'avoir leur État selon les résolutions de l'ONU. Oui. Alors là, l'Égypte insiste pour que la loi internationale soit appliquée
et que la loi humaine aussi soit, soit soignée, quoi, parce que vraiment comme ça, quand on laisse tout le monde s'entretuer d'un côté et de l'autre, et l'Égypte a son mot à dire maintenant, parce que quand même, nous sommes un pays limitrophe. Nous avons des frontières communes avec les Palestiniens. Ouais. Et là, nous avons le droit aussi de dire notre mot. Et nous avons un président qui sait très bien de quoi il s'agit. Il sait très bien, il a une expérience très importante et il insiste pour que le mot de l'Égypte soit respecté et l'attitude de l'Égypte soit prise en considération. Oui. Toujours, il y a, si je peux dire, il y a une sorte d'une situation tout à fait grave sur le volet politique entre les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est pourquoi on trouve que le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abouret, a appelé à trouver une résolution juste au conflit israélo-palestinien, à la création des perspectives politiques. Et en même temps, on trouve que l'Égypte essaie toujours de dire qu'il est impératif, qu'il est nécessaire, qu'il est obligatoire d'instaurer une paix durable, juste et globale, garantissant la sécurité, la stabilité de la région dans sa totalité, une paix basée sur les droits politiques légitimes des Palestiniens, notamment en ce qui concerne cette solution à deux États israéliens et palestiniens. Donc, comment vous avez vu ces demandes égyptiennes? Non seulement on ne demandait pas une sorte de désescalade, mais aussi une sorte de s'attaquer aux racines de la crise, toujours très sérieuse, très sanglante entre les Palestiniens et les Israéliens, parce qu'il y a un manque de solutions politiques. Justement, ça c'est la seule solution. La seule solution, c'est d'être un minimum de justice pour les Palestiniens, parce que ça fait maintenant combien depuis même 73, après les accords entre l'Égypte et Israël, ils n'ont pas fait un seul geste des Israéliens. Au contraire, ils ont installé des colonies, et ça ne peut pas être sérieux. Ça ne peut pas être aussi un pays qui veut vivre en paix avec nous, parce que nous avons, c'est pas parce que nous sommes seulement arabes et palestiniens, c'est contre l'humanité. C'est-à-dire, les Palestiniens ont le droit d'avoir leur pays, d'avoir leur État, d'avoir leur indépendance et d'avoir leur vie. De patrie. Les Palestiniens, leurs très arrière, je veux dire, ancêtres, c'était des Juifs. Alors, ils sont chassés parce qu'ils ne sont pas restés Juifs. C'est incroyable. Il n'y a pas, c'est pas la religion. Ici, il faut la patrie. Ça, c'est des gens qui ont vécu, qui sont nés dans cette partie du monde
Et c'est ce que le président leur dit, il faut reconnaître les réalités humaines, les réalités géographiques. Et c'est ça le problème, c'est parce que c'est quelqu'un qui préfère c'est-à-dire demande l'application de la justice pour les Palestiniens. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc, d'après votre prévision, est-ce que vous estimez qu'il y aura une sorte d'accalmie dans les prochains jours ou très prochainement, ou plutôt il faut se préparer à une sorte d'escalade militaire, notamment de la part d'Israël, de ses forces d'occupation israéliennes? Moi, j'espère que tout va se calmer, mais j'espère aussi que les États-Unis réalisent qu'ils sont en train de mettre le feu dans cette région-là. Il faut qu'ils disent aux Israéliens de les calmer, d'essayer de les assagir et leur dire que, bon, ça, c'est des résolutions internationales. Et il faut qu'ils respectent aussi l'ONU. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme ça un pays qui n'a pas de rigueur humaine, ni internationale, ni nationale, ni rien. C'est pas possible. Et nous voyons, voilà, regardez, si on pousse les Palestiniens au désespoir, bon, alors nous voyons un peu ce qui se passe. Et ça peut être que Dieu ne veuille, mais ça peut être pire aussi. Alors il faut très bien réaliser, il faut qu'il n'y a pas de solution que deux États. Un État palestinien et un lien qui n'était pas là, mais nous avons fait des concessions pour l'accepter, alors eux, ils ne font pas de concessions. Ça, c'est le droit palestinien. Et il ne faut pas quand même arriver à concevoir ou à prendre cette conception qu'on peut toujours tuer les autres, qu'on peut toujours, je parle des Israéliens qui tuent toujours les Palestiniens, sans rendre compte et sans arriver à l'imagination de n'importe quelle personne qu'il y aura une sorte de réaction très sérieuse et très grave de la part des Palestiniens qui trouvent toujours que leur quotidien, leur avenir, c'est nul. Ils n'ont pas des droits. Ils sont toujours sous un blocus israélien, terrestre, maritime, aérien et ainsi de suite. Donc, justement. Oui. C'est tout à fait raison. C'est une solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pousser les Palestiniens au désespoir. Oui. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait presque un siècle maintenant. Ça va comme ça. Ça suffit. Et de l'autre côté, on trouve qu'il y a toujours des incitations, des provocations plutôt de la part des Israéliens, de la part des colonialistes, colons israéliens, notamment dans la région de Quds ou de Jérusalem. Bien sûr. Et vous voyez, pour la grande mosquée, notre mosquée, Al-Aqsa, comment ils l'ont profanée, et comment ils nous ont humiliés en faisant des agressions sur notre mosquée, la grande mosquée d'Al-Aqsa. C'est vraiment des gens qui ne respectent rien. Et ça, c'est pas bien et c'est très, très dangereux pour toute la région. Madame Falida Choubache, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet. Donc, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre édition, nous devons jeter plus de lumière sur les accomplissements qui ont été réalisés par l'Égypte, que ce soit au niveau sanitaire ou quand même au niveau de développement de la construction, spécialement au Sinaï. Aujourd'hui, l'Égypte est devenu le premier pays à atteindre le niveau d'or dans l'élimination de l'hépatite C. L'histoire, le président de Fattah al-Sisi a remercié l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et son directeur pour le soutien sincère que l'organisation a apporté à l'Égypte et a exprimé quand même sa grande joie de la santé des citoyens égyptiens face à l'hépatite C, qui constitue depuis longtemps un problème, une crise chronique pour la santé des Égyptiens.
lors d'une rencontre de président avec le directeur général de l'AMS, Tedros Adhanom, en présence de Dr Khaled Abdel-Fattah, ministre de la Population et d'autres responsables. Monsieur le Président a souligné que l'État avait sincèrement exploité toutes ses capacités pour atteindre l'objectif souhaité d'éliminer l'hépatite C. Et il a expliqué que cet objectif est par créer de centres de traitement et de diagnostic, à habiller les cadres humains et à apporter un soutien à l'industrie égyptienne qui a pu fournir des millions de doses de médicaments à cette maladie et fournir le plus haut niveau de soins médicaux aux malades ayant subi des complications. Bien sûr, selon le porte-parole officiel de la présidence, le directeur général de l'AMS a une attestation de niveau d'or, ou de niveau or plutôt, concernant le parcours de l'élimination du virus C en Égypte, et tout en félicitant l'Égypte est devenue le premier pays au monde à obtenir cette attestation après avoir réalisé en un temps record un succès historique mondial à suivre en passant du statut de pays avec les taux d'infection par l'hépatite C les plus élevés au premier pays au monde à avoir éliminé ce virus. Double stratégie au Sinaï, c'est presque le grand titre, mais en fait, on trouve que le Sinaï a changé de visage au cours de ces dernières 10 années, avec plus de précision. La péninsule, qui était au cœur d'un vaste projet de développement annoncé en 2014 par le président Abdel Fattah el-Sisi, était aujourd'hui presque différent de plusieurs niveaux de développement, quand on parle de développement, du tourisme, quand on parle de construction, quand on parle quand même de l'attraction de la population vers cette partie. L'État égyptien a dépensé environ 700 milliards de livres égyptiens d'investissement réalisés en cours d'exécution dans la péninsule du Sinaï. Donc j'aimerais vous donner plus d'explications dans ce commentaire de Sali Hamed et Arachoucha. Routes, ponts, projets d'électricité, terrains agricoles bonifiés, le Sinaï a changé de visage au cours des 10 dernières années. Parallèlement au développement urbain, le gouvernement a déployé d'intenses efforts pour éliminer le terrorisme et faire du Sinaï une partie intégrante de l'Égypte où le citoyen peut bénéficier de la sécurité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé en avril dernier que le terrorisme avait été définitivement éliminé de la péninsule. L'État égyptien a dépensé environ 700 milliards de livres en investissements réalisés et en cours d'exécution dans la péninsule du Sinaï pour le développement intégré et le développement urbain, et une connexion complète a été créée entre l'ouest du canal de Suez et le Sinaï à travers un groupe de tunnels et de ponts vers servir le développement. L'État s'est efforcé de mettre en œuvre un développement global dans le Sinaï en améliorant les services éducatifs avec la création de 151 écoles d'enseignement de base et la création d'écoles égypto-japonaises que l'on trouve dans toutes les villes du Sinaï. Ceci en plus du grand essor observé dans l'enseignement universitaire avec l'ajout de 8 universités, alors que dans le domaine des soins de santé, 50 hôpitaux ont été créés à un coût dépassant 4 milliards de livres. L'État égyptien avait mis en œuvre 37 projets dans le domaine de l'enseignement supérieur au Sinaï au cours des 8 dernières années. L'Université internationale Roi Salman dispose de 3 succursales dans les villes d'El Tour, Ras Soud, Sharm el-Sheikh et qu'elle est considérée comme l'un des plus grands projets nationaux d'enseignement supérieur dans le Sinaï. De nombreux projets majeurs dans le domaine des ressources en eau ont également été créés dans la péninsule du Sinaï, tels que l'usine à traitement des eaux de drainage de Bahr el-Bakr, enregistrée dans le livre Guinness des records comme la plus grande usine de traitement d'eau au monde. Donc le développement du Sinaï est un exploit continu. Bien sûr, le Sinaï était auparavant une scène, une terre où il y avait des combats très acharnés entre les Égyptiens et l'occupation israélienne. Mais aujourd'hui,
après presque 50 ans de guerre entre deux côtés, je parle de cette victoire réalisée en 1973, on trouve que l'État égyptien avance à un rythme accéléré dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour le développement de la péninsule du Sinaï à travers plusieurs voies parallèles pour réaliser un lien géographique et de développement entre les Sinaï, la vallée et du Nil, bien sûr, et le delta. Donc, comment? C'est ce qu'on va savoir avec plus d'explications, d'éclaircissements dans ce commentaire de Salih Hamed et Yara Choucha. Ont été déployés pour créer un climat propice dans le Sinaï pour devenir l'une des sources de soutien à l'économie nationale à la suite de la réussite de l'État égyptien à consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité après des années de sacrifices et de défis afin d'éradiquer le terrorisme, ce qui a contribué à améliorer la vision internationale du dossier de développement du Sinaï et son avenir. Il existe un changement positif dans la vision internationale du dossier de développement du Sinaï. Les Nations Unies ont salué le rôle des opérations antiterroristes menées par le gouvernement égyptien, notant que les investissements publics dans les domaines des infrastructures, des transports et du logement au Sinaï avaient en revanche augmenté. L'USAID a également affirmé son soutien au projet de développement dans le nord du Sinaï en réponse aux objectifs du gouvernement égyptien à travers diverses initiatives de développement, l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement et d'eau potable, en plus des services de nutrition, de santé et d'enseignement. Des efforts ont été déployés par l'État pour lancer des projets d'investissement et industriels pour le développement du Sinaï et des villes du Canal, rappelant l'augmentation de 15 fois des investissements publics destinés à mettre en œuvre des projets dans le Sinaï, atteignant 73 milliards 300 millions de livres égyptiennes. La seconde voie du canal de Suez a augmenté de 53,8% les revenus du canal après l'ouverture de cette voie en août 2015. Des projets d'électricité, d'énergie, de transport, d'eau potable et d'assainissement et de santé sont des projets mis en œuvre dans le Sinaï au cours des dernières années, outre les ports maritimes et secs et les voies ferrées.